aujourd'hui? Tout à fait, Omar. Il y a une très très grande logique. Dès lors que nous fassions l'effort de comprendre un peu le discours du président de la République. Le président de la République a très tôt affiché sa ligne de conduite politique. Ces élections sont locales, elles sont fondamentalement, pas exclusivement, mais fondamentalement citoyennes. Oui. À preuve, il ne s'est pas impliqué dans cette élection-là. Alors, il pose politiquement la question au niveau du parti. Ce sont des élections citoyennes, c'est vrai, mais le parti, parce que c'est une élection, est impliqué dans cette élection-là. Mais tenez compte de deux faits. Le premier, je suis dans une coalition et je raisonne en termes de coalition. Je ne veux entendre nulle part le nom APR dans les listes. Nous sommes dans un attelage, dans une coalition et dans un mouvement de construction d'un bloc hégémonique de pouvoir. D'autre part, et c'est extrêmement important à ce niveau, n'oubliez jamais qu'il appartient aux citoyens de gérer localement ces élections-là. Et quiconque enfreindrait cette règle double, celle première consistant à gérer la dynamique collective en termes de coalition et celle précisément de citoyenneté à la base du PP politique local, mais c'est véritablement à risque et péril. Il a laissé le jeu démocratique se dérouler et que ceux qui avaient par devers eux la claire conscience, c'était une erreur ou une victoire, qu'ils allaient participer en termes de résultats, en termes de gains, mais sont allés. En fonction des résultats, ils ont dit qu'ils pouvaient y aller, même si la dynamique était citoyenne et que le parti devait nécessairement se positionner, parce que ça c'est extrêmement important, soit dit en passant. Le problème de l'Alliance pour la République, M. Dieng, est fort simple. Oui. Il est fort simple, excusez-moi. Il est simple parce que voilà un parti qui est arrivé au pouvoir sans être un parti municipal. Oui. Nous avions 18 collectivités locales en 2009. Aujourd'hui, les résultats semblent donner plus de 300. Donc nous étions dans une posture... parti APR. Non, la composante APR de la coalition. Donc, nous, je crois que nous n'étions pas dans une posture de défense, mais dans une posture de conquête. Et dans ces conditions-là, il est absolument clair que les résultats que nous avons aujourd'hui, la lecture qu'on en fera... Mais est-ce que cette situation qu'on connaît aussi, limogeage du Premier ministre, changement prochain donc du gouvernement, est en adéquation avec ce discours, je reviens à la question, qui voulait que le président, en fait, ne s'implique pas dans ce scrutin, qualifié par lui d'ailleurs de scrutin. Mais ceux qui sont allés dans ces élections-là, en sachant que l'orientation première et fondamentale du président, c'est d'en faire des élections citoyennes, c'est une enfreinte à l'orientation générale. C'est tenter qu'ils voudraient bien reconnaître la ligne tracée par le président. Si aujourd'hui ils font faillite, mais le président, en toute légitimité, en toute légalité, en toute responsabilité politique, se doit d'en tirer toutes les conséquences. Professeur, comment comprenez-vous un peu ce discours d'avant-élection et cette posture qui est aujourd'hui celle du président qui limoge son Premier ministre et va changer de gouvernement? Je pense que c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit tantôt, le président de la République dispose donc d'un pouvoir qui est de nommer à tous les emplois civils et militaires. Le pouvoir discrétionnaire, oui. Donc ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Maintenant, il a tiré les enseignements de ces élections. C'est tout à fait normal. Ces élections sont certes des élections citoyennes, mais il y a aussi quelque chose qu'on peut lire de ces élections. C'est que pendant longtemps, les partis politiques ont dominé la sélection du personnel politique au Sénégal, notamment le personnel politique local. Mais avec ces élections, on a vu l'émergence de beaucoup de mouvements citoyens. Des mouvements qui n'ont pas finalement pesé sur la balance, parce qu'on a vu que quand même, au résultat, ce sont des formations politiques qui s'imposent. Effectivement, mais il y a quand même des exceptions. Il y a des endroits où quand même ces mouvements ont eu des résultats quand même honorables. Je prends tout simplement l'exemple de la commune de Diofior, où par exemple la coalition Diofior qui est... voilà. C'est une coalition qui
construite autour du Parti socialiste, par exemple, avec cette haute organisation. Et l'APR est partie toute seule, Monsieur Sarr. Je pense que ça a été une erreur donc, à ce niveau, au niveau de l'APR, parce que beaucoup de responsables au niveau local n'ont pas compris ou n'ont pas donc, respecté le message du président de la République, qui voulait que dans chaque localité, là où l'APR n'est pas majoritaire, lors des dernières élections, il fallait suivre le parti majoritaire pour construire une coalition et sauvegarder la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce qui n'a pas été observé à Diofior, par exemple, où l'APR est parti tout seul, avec même donc, une frange qui est allée vers cette coalition Diofior. Et c'est pourquoi que l'APR est venue en 3e position au niveau de la commune de Diofior. Vous voyez, derrière un mouvement citoyen donc, qui faisait sa première participation aux élections. Donc, vous voyez, donc ça c'est un fait qui est là. Et je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on tend aujourd'hui vers un basculement donc, de cette partisanisation de l'élite politique donc, au Sénégal, donc vers une nouvelle configuration et qui est portée par ces mouvements, donc ces mouvements citoyens. Et tout cela, il faut en tenir compte. Donc dans, en tout cas, cette prochaine donc, gestion, la recomposition qui se dessine à l'horizon. Oui, Luc Sarr, je veux revenir un peu sur un aspect de l'analyse, parce que au-delà des résultats qu'on découvre lors de qu'on a découvert lors de ces élections locales, il y a l'implication de fortes personnalités de votre parti. À Dakar, il y avait évidemment le Premier ministre. Dans le Baol, la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Il y avait le porte-parole de votre parti. Il y avait un ministre d'État à la personne de Mbaye Ndiaye aux Parcelles Assainies. Si vous prenez la dimension de ces personnalités-là qui étaient impliquées, vous arrivez à quelle conclusion finalement? Une conclusion double. Je vois d'abord que ce ne sont pas que simplement les personnalités les plus fortes du parti, entre guillemets, qui ont été dans ces élections-là. Par ailleurs, également des chefs de parti, d'autres formations, se sont impliqués directement dans cette affaire-là. Mais vous avez raison, nous avons cette particularité avec laquelle il faut composer, c'est que nous sommes au pouvoir. Doublement, et je dis, parce que nous avons été défaits nettement à Dakar. Et c'est là que se situe le brouillage intellectuel et politique qui prévaut dans le pays. Notre défaite a été tellement cinglante à Dakar, compte tenu de la dimension symbolique des personnes qui incarnent la paix, au point qu'on a noyé globalement les résultats électoraux de notre parti. Et c'est ça qui fait mal. C'est vrai que nous avons été battus. Vous voulez dire quoi? Qu'il n'y a pas eu de défaite en quelque sorte à l'issue de ces... Pour que l'on puisse parler d'élections en sachant avec M. Thiam, le professeur Thiam ici présent, que toute élection c'est le nombre et le projet. C'est la définition universelle d'une élection, le nombre. Nous savons bien qu'en termes de nombre, nous avons battu, nous avons gagné. Mais je dis que cette victoire, nous avons aujourd'hui 60% des collectivités locales que nous contrôlons. Nous avons 8 capitales régionales que chef-lieu de commune que nous contrôlons. Mais quelle collectivité locale? Si vous gagnez... Attention, attention. À part le périmètre de Dakar, nous avons été battus à Diourbel. Nous avons été battus à Dakar, nettement à Dakar. À Ziguinchor, à Thiès, nous avons été battus. Revenons sur le détail. Ziguinchor, nous avons gagné à Saint-Louis. Nous avons gagné à Saint-Louis. Saint-Louis par rapport à Diourbel, c'est quoi? Nous avons gagné Louga. C'est important. Nous avons gagné la 3e ville du Sénégal qui est Kaolack. Alors, justement ce que je te dis. Je vous dis également que nous avons gagné d'autres communes. Nous avons gagné à Foundiougne, nous avons gagné à Gossas, etc. Donc, nous avons 8 capitales régionales aujourd'hui que nous contrôlons. Mais que valent ces 8 capitales régionales-là par rapport à Dakar, compte tenu de son poids économique? Et c'est la capitale du Sénégal. Vous avez perdu pratiquement le département de Pikine. Hein? Je suis désolé. Je veux dire, à Pikine, en tout cas, la majorité des communes a été gagnée par le PDS. Non, je vous rectifie. Officiellement, M. Ning, si nous en avons 16, nous en avons 6, le PDS avait 5. 7, je crois. Non.
Le Parti socialiste... Attendez, monsieur Nying, je vous clarifie. Attention aux chiffres. Nous sommes à équilibre. Nous sommes aujourd'hui à Pékin avec le PDS. Le Parti socialiste fait la différence, donc va retrait, etc. D'accord. Donc, non, mais je vais analyser, je vais vous dire. Vous avez dit que oui, que valent véritablement ces chiffres-là par rapport à Dakar. Je vous rappelle une chose, M. Nying. Un fait que tous les Sénégalais qui nous regardent savent, et que vous savez vous-même. Lors des élections de la présidentielle de 2012, Dakar n'était pas sous contrôle de Macky Sall. Et le président Macky Sall a gagné Dakar. Donc l'équation individuelle du président étant supérieure au coefficient collectif du parti. Que ça, c'est extrêmement important. Dans une perspective électorale, la question ne se pose pas nécessairement en ce terme de gain. Vous voulez dire que si se tenait actuellement une élection présidentielle, le président pourrait parfaitement gagner, parce que dans la plupart de ces localités perdues, c'est absolument clair, c'est beaucoup plus des questions de rivalité et de division interne et de mauvais choix, comme disait le professeur Thiam. Parfois de mauvais choix qui nous ont valu cette défaite cinglante et amère, très amère, M. Nying. Mais ça ne remet pas en cause l'hégémonie et le leadership du président Macky Sall au niveau de Dakar. J'en suis persuadé. Oui. Professeur Thiam, ce que je veux dire, c'est que... Défaite ou victoire je entre pense les deux, en termes de chiffres, de nombres, comme on dit, la démocratie, c'est la majorité. Si on se base donc, sur les chiffres, naturellement, la coalition Benno Bokk Yakaar est sortie victorieuse de cette élection. Mais je pense que dans toute analyse, il faut aussi relativiser. Ce que, en tout cas, M. Sarr et les autres responsables de l'APR devraient aussi regarder à la loupe, c'est, par exemple, dans toutes les localités, il faut voir, est-ce que si on agrège les voix des autres listes par rapport à la liste de Benno Bokk Yakaar, est-ce que les voix donc, engrangées par ces différentes listes sont supérieures ou inférieures donc, à la liste de Benno Bokk Yakaar. Il va nous dire après. Là c'est important du point de vue de l'analyse pour des perspectives. C'est pourquoi il ne faut pas confondre une élection nationale et une élection locale. Parce que les élections locales sont plus difficiles dans la mesure où il y a plusieurs logiques de facteurs donc, explicatifs donc, qui s'imposent donc, pendant cette compétition. Et comme il l'a rappelé tantôt, je pense que, je le dis avec des amis en discussion, ce que le président de la République, M. Macky Sall, n'a pas fait donc, après son installation au pouvoir, c'est de ne pas avoir restructuré l'APR. Je pense que c'était la première chose qu'il fallait faire. Parce qu'en politique, il faut oser. Donc il fallait... Compte tenu de la jeunesse de cette formation politique, comme il l'a dit, l'APR, c'était pas un parti municipal. Donc c'était une occasion pour structurer l'APR. Je pense que ça aurait réglé beaucoup de questions lors de ces investitures, parce que s'il y a eu des bisbilles au niveau de certaines localités, c'est dû à cela, parce qu'il y a une querelle de leadership dans certaines localités. Donc chacun veut être le responsable, donc on ne sait pas, donc du point de vue officiel, qui est le responsable du parti. Je pense que ça a été une chose que M. Macky Sall devait régler. La défaite au niveau de Dakar, je pense qu'une capitale, c'est une miniaturisation d'un pays. Et perdre une capitale du point de vue symbolique, c'est quand même c'est quelque chose à prendre au sérieux du point de vue de l'analyse. Et là, j'irai plus loin parce que, au passage, je vous encourage, mais aussi je félicite le vainqueur, M. Khalifa Sall, le maire sortant, parce que lui aussi, il a osé. Donc, il a osé en mettant en place sa coalition. Donc une coalition qui n'est pas une coalition qui est créée par le Parti socialiste. Donc je pense que là aussi c'est un courage de sa part. Donc qu'il faut quand même préciser. Il a osé, il a gagné. Et il faut aussi mettre en relation
les résultats de ces élections locales avec les prochaines élections qui sont en vue. Donc ça, c'est important. Donc les élections présidentielles, j'en viens tout à l'heure, mais vous avez posé une question assez intéressante concernant un peu le calcul arithmétique de ces voix engrangées par la coalition présidentielle comparé à ce qu'auraient les autres listes additionnées. Est-ce que vous avez un peu tenté d'analyser les résultats sous cet angle? Absolument, nous y sommes. J'avoue que nous attendions un peu la proclamation officielle des résultats pour aller jusqu'au plus profond de l'analyse, pour voir un peu au niveau le plus bas de l'échelon, n'est-ce pas, administratif, de l'échelon, n'est-ce pas, local, pour comprendre un peu sur la base d'une approche triptyque, le vote, n'est-ce pas, sociologique, le vote psychopolitique, le vote, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de conscience réelle. Donc ce type de sociologie politique-là, d'analyse de sociologie politique, nous allons faire cette analyse-là. Mais M. Thiam a posé des questions objectives, des questions vraies. Notamment quand il parle de la nécessité de reconstruction du parti, mais c'est une vérité à laquelle le président Macky Sall tient particulièrement. L'un des grands chantiers du président de la République après ces élections-là, c'est nécessairement le parti. Le gouvernement sera reconfiguré, c'est fait. C'est pratiquement fait. Dans quelques heures, ou bien au plus tard, dans un jour, certainement, le gouvernement sera officialisé. Mais le grand chantier du président, c'est le parti et les alliés. La reconfiguration de l'alliance, la restructuration, la réadaptation, l'impulsion d'une nouvelle dynamique d'alliance fondée sur un socle stable et solide, la paire. Une paire instable ne peut pas être l'un des fondements structurants d'une future coalition présidentielle. Oui, mais dans quel sens là? Parce que recomposer plutôt la majorité, la base de la formation politique qui s'appelle APR, alors que dans le même temps aussi on annonce des sanctions pour les responsables qui ont perdu. Est-ce que ça ne risque pas de faire désordre ici? Ça tout dépend, M. Ning, Avec quoi allez-vous constituer cette... Écoutez, moi je ne sais pas ce que le président aujourd'hui entend faire relativement au chantier APR. Mais j'ai des pistes à moi. Oui, lesquelles? Je pense que l'une des grandes mesures que le président devrait prendre, c'est la dissolution d'abord du secrétariat exécutif national, la dissolution du directoire, la création d'un comité politique provisoire en charge d'un mouvement qui devrait nous mener dans une logique de parti vers une convention nationale qui pourrait être même, n'est-ce pas, élargie et reconsidérée en termes de congrès pour exclusivement restructurer et refonder localement le parti. Donc moi, c'est des pistes que personnellement je peux proposer à M. le Président de la République et que lui-même en a déjà quelques-unes avec lui, par devers lui. Moi je crois que quand vous posez la question en termes de recomposition, mais c'est ça le sens de la recomposition. Ce n'est pas une liquidation, élimination, mais c'est un repositionnement à l'intérieur d'un même cadre. Ceux qui sont aujourd'hui défaits et qui risquent de perdre des positions antérieurement acquises ne sont pas pour autant effacés de l'espace politique public. Ils peuvent migrer vers d'autres stations et occuper d'autres responsabilités, autres que celles qu'ils tenaient. Donc il faudrait en avoir une compréhension beaucoup plus large. Ce n'est pas une approche punitive, mais une approche positive. C'est au nom des intérêts du parti et au nom des intérêts de la réussite du cap fixé par le président de la République qu'il faut poser la question. Ce serait logique. Oui, je pense. Oui, je suis tout à fait en phase avec M. Sarr. Donc, lorsqu'il pose cette question, parce que je reconnais quand même son sens du parler vrai. Je l'ai suivi sur certains plateaux développer des idées. Je pense que ce qu'il dit va dans le sens d'une nécessité de restructurer donc l'APR. Ça, c'est un impératif majeur. Il y a cette reconfiguration donc, qui s'impose aussi bien au sein du parti au pouvoir, l'APR, mais aussi au sein des autres formations politiques. Il ne faut pas focaliser la question sur l'APR seulement. Au sein des partis alliés. Voilà, les autres partis alliés aussi. Parce que ce n'est pas seulement au sein de l'APR qu'on a vu des responsables perdre
perdre dans leur localité. Absolument. Je pense qu'il faut tirer les enseignements parce que l'élection est un instrument de mesure démocratique, de légitimité. Donc lorsqu'on est un responsable de parti dans une localité et qu'on perd l'élection, il faut tirer les enseignements. Il faut revoir sa légitimité. Donc c'est ça que je pense et qui est normal. Des sanctions, bon, comme il le dit, donc c'est pas, il ne faut pas voir ça dans le sens punitif donc, du terme, punitif du moins du terme. Il s'agit de tirer des enseignements à la suite d'une évaluation, parce que l'élection sert d'évaluation donc de la légitimité donc des responsables. Et à ce titre, je pense que le président de la République, en tant que chef du parti, il ne faut pas qu'on oublie cela. C'est la Constitution donc, aussi qui permet ce cumul donc, de chef de l'État et de chef de parti. Lui aussi, il doit porter un regard donc, sur la recomposition de son organisation donc, politique. Donc ça, c'est une nécessité. Il a parlé de dissolution de certaines instances. Bon, c'est son parti, en tant que haut responsable aussi, et il a tout à fait, donc, en tout cas, le droit de poser donc, ce débat donc, au sein de son parti. Et je pense que, en tout cas, c'est une voie quand même qui peut être, en tout cas, poussée dans la réflexion. Parce que quand un parti n'est pas structuré, il y a donc une sorte d'auberge espagnole où il y a des sauts de cabri, des cris de harakiri partout. Et tout cela donc n'augure pas un bon fonctionnement d'un parti politique. D'accord. Restructuration de la paire, oui, mais il y a à Luxar une autre équation, à mon sens. Restructurer, recomposition avec les partis alliés. Or, dans cette élection locale, on a vu un allié fidèle qui s'appelle AFP, hein, et un autre allié, bon, je ne dirais pas qu'il n'est pas fidèle, le Parti socialiste, mais en tout cas, on a remarqué une sorte de percée de cette formation politique lors de ces élections locales. Alors, finalement, cette équation-là, comment est-ce que vous allez... parlez de quel parti, du Parti socialiste? Le Parti socialiste, oui. Monsieur Nying, je vais vous faire une petite analyse rapidement, oui. Parce que le temps nous permet. Si nous regardons bien les résultats électoraux de 2009, les deux bénéficiaires de ces élections locales du 22 mars 2009, c'était le Parti socialiste et l'AFP. Le vaincu de 2000 a connu une régénérescence effective en 2009. Donc, la perte de la verticalité n'avait pas empêché le retour à l'horizontalité en termes de sciences politiques pures. Donc moi je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que le Parti socialiste, à preuve, le maire de Dakar est un membre du Parti socialiste, à Louga, etc. Le Benno Siggil Sénégal originel, il faut revoir tout ça là. Oui. Donc ce que je vous dis, le Parti socialiste a-t-il gagné plus que ce qu'il avait gagné ou a-t-il perdu? C'est ça l'analyse la plus fine. Vous m'avez posé une question. Oui. J'ai dit que dans quelques jours, quand les résultats vont paraître et que vous nous accordiez cette possibilité de revenir, mais avec des chiffres réels, nous verrons bien si effectivement, comme vous dites, le Parti socialiste a progressé ou a-t-il reculé? Est-ce que Ousmane Tanor tient un contrôle comme ce fut par le passé toute la zone de Bourg? Est-ce qu'il a perdu? Est-ce que ceci est cela? Il vous a battu à Dakar. Non, non, c'est pas comme ça. Nous avons battu d'autres ailleurs. C'est pas, nous ne raisonnons pas en termes de défaite d'Aminata Bengué à Louga, de ceci à Louga. Non, on ne raisonne pas comme ça. Oui, d'accord. Mais moi je dis, AFP, c'est des lignes de comportement. Attends, je vous dis, je réponds à votre question. Ce sont des lignes de comportement politique, mais souveraines. C'est des lignes de comportement politique souveraines. Ce qui est important, c'est que le Parti socialiste et l'AFP, tout comme nous, nous avions tous dit que si nous pouvons être ensemble, nous irons ensemble. Là où nous ne pouvons pas être ensemble, prenons chacun pour ce qui nous concerne ses responsabilités. Et c'est ça que nous avons fait. Si le Parti socialiste a pris sur la responsabilité souveraine d'aller sur la base de son analyse et de l'impossibilité d'être avec nous et l'AFP, mais il est parti.
avec des modalités qui lui sont propres. Oui, mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux conséquences par rapport à la recomposition. Mais nous verrons bien. Oui. Nous reviendrons sur ça quand nous aurons tous les résultats, que nous aurons le rapport de force, comme je vous ai dit, interne, qui est plus fort que qui en termes de voix, ou comment, dans ces conditions, tout ça sera analysé, approfondi, et sous ce rapport-là, quand tout le monde saura qui est l'autre et qui il est lui-même, dans ces conditions-là, l'alliance sera reboostée et que la coalition marchera dans ce secteur. Comment voyez-vous cette recomposition, professeur Thiam, sur la base de ce que je viens de relever là? Bon, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est de revoir l'esprit même de Benno Bokk Yakaar. Parce que si cette coalition a été créée au second tour de l'élection présidentielle, je pense que c'était comme avec le slogan « Gagner ensemble, gouverner ensemble ». Et je pense qu'au niveau de Dakar, moi je le dis en toute objectivité, certes toute élection a un enjeu, surtout les élections locales, mais je pense que dans l'esprit Benno Bokk Yakaar, on pouvait quand même laisser le maire de Dakar, Khalifa Sall, rempiler. Donc il n'y aurait même pas eu ce choc, comme on dit, entre Madame Aminata Touré et Khalifa Sall. Je parle donc dans l'esprit de Benno Bokk Yakaar. Oui. On pouvait soutenir donc la réélection de Khalifa Sall. Bon, ça n'a pas été fait. Donc ce qui pose des interrogations sur cette coalition Benno Bokk Yakaar. Et je pense que ce que M. Sarr a dit, je suis tout à fait d'accord. Il faut donc revoir la recomposition de cette coalition. Tout en maintenant la dynamique unitaire ou alors d'une autre façon? Oui, une coalition, quand on parle d'une coalition, il y a forcément une dynamique unitaire. Et je relève en même temps ce qui s'est passé à Podor. On a vu aussi avec Maître Aïssata Tall Sall, qui a été secouru par l'ancien président de la République. Oui. Donc tout ça pose des interrogations sur la coalition Benno Bokk Yakaar qu'il faut revoir. Maintenant, sur une percée ou non du Parti socialiste lors de ces élections, je pense qu'il faut attendre la publication officielle des résultats. À partir de là, on va donc se fonder sur des chiffres qui vont permettre en termes quantitatifs ou bien en termes qualitatifs, comparatifs par rapport aux élections de 2009, pour voir est-ce qu'il y a eu une avancée ou bien on recule par rapport à cette position du Parti socialiste. Juste pour terminer ici, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, aucun parti ne peut gagner seul une élection. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de coalition, qu'on appelle en sciences politiques cette cartélisation des partis politiques aujourd'hui, c'est-à-dire des partis sous l'angle économique qui, pour sauvegarder des intérêts, vont se réunir pour gagner une compétition. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut tenir en considération dans la perspective d'une recomposition de Benno Bokk Yakaar aussi. Donc ça ne sert à rien d'écarter des alliés et essayer d'aller en solo. Je ne pense pas à cette perspective, même si certains partis n'ont pas inscrit une certaine dynamique de reconquête du pouvoir. Ça, c'est imposé aussi par cette logique de coalition. D'accord. Alors, je reviens un peu sur une question essentielle qui permet d'ailleurs d'avancer dans ce débat. On est à 3 ans, je crois, de l'élection présidentielle de 2017. Et à 2 ans, je crois, ou alors 2 ans après l'élection du président Macky Sall. 2 ans de pouvoir, moins de 3 ans avant le terme de ce pouvoir du président Macky Sall. Alors, sur la base de cette situation-là, naturellement, on va vers la composition d'un gouvernement. Quel type de gouvernement par rapport au contexte actuel? Un gouvernement politique dans sa composition, dans sa mission? Je crois que là également, d'ailleurs je remercie particulièrement le professeur Thiam dans ce qu'il dit sur la cartélisation. C'est la fin des trusts politiques, le monopole absolu, ça n'existe plus. Oui. Le trust politique, c'est la cartélisation. Quel type de gouvernement? Oui, c'est ça que je vais aborder.
Monsieur Ning, je crois quand même qu'il faudrait apporter quelques correctifs et corrections même par rapport au type de gouvernement. Il est difficile, dans une analyse, de comprendre ce que l'autre veut dire dans un gouvernement politique. C'est comme si il y avait une distinction entre le politique et l'expertise. Donc ceux qui font la politique, c'est des professionnels de la politique. Ils sont en dehors des sphères intellectuelles, ils ne savent pas, ils ne sont rien, etc. C'est des combattants, des guerriers, voilà. Il faut faire. Quand on dit un gouvernement politique, qu'est-ce qu'on entend par gouvernement politique? Un gouvernement politique, à mon avis, aujourd'hui, le gouvernement que je souhaite, et je crois que c'est l'axe du président de la République, c'est un gouvernement qui va maintenir le cap des réformes sociales et économiques. Si on parle de gouvernement politique, on le compare souvent à un gouvernement de technocrates. Ça aussi, peut-être avec le président, on va en discuter davantage. Donc, quand on parle de gouvernement technocrate, gouverner, c'est politiser l'expertise. Vous voulez dire que le gouvernement est par essence politique? Tout gouvernement est par essence politique. La compétence est réclamée dans certains secteurs. Pour être effective dans son application, subit nécessairement les pesanteurs de l'orientation politique qui a été à la base de la mise en place de cette institution-là. Donc, toute compétence dans le cadre d'un gouvernement, quelle que soit sa technicité, est arrimée à un projet politique qu'elle sert. Toute compétence en elle-même sert un projet politique dans l'espace d'un gouvernement. Donc ça, je crois, c'est fondamental. Donc ceux qui sont pressentis, ou bien ceux qui seront dans ce gouvernement-là, ce seront des universitaires, pour l'essentiel. Ils auront tous au moins un niveau intellectuel requis. Ils peuvent parler, ils peuvent penser, ils sont compétents. Mais ils obéissent à une logique politique très claire. Notre logique politique, c'est de valider dans les plus brefs délais le PSE en tant qu'orientation centrale du président de la République, qui est l'axe du quinquennat, et aller dans le sens d'un approfondissement de l'acte de la décentralisation, répondre aux urgences sociales, la commande sociale pressante, il faut la régler, et les urgences... Mais tout en ayant en ligne de mire quand même ce prochain mandat, le deuxième, un gouvernement qui va peut-être vous savez, réélire le président Macky Sall. Vous savez une chose, oui. Je vais vous faire comprendre une chose. Si le président Macky Sall était un homme politique, il n'aurait jamais... c'est un homme politique quand même. Je vais d'abord, je parle des... Vous allez comprendre la nuance. Si le président de la République était un homme politique, il n'aurait jamais, dans son premier discours à la nation, proclamé la réduction de son mandat de septennal transformé en quinquennat. Il n'a pas cette logique. Il va le faire. Attendez, avant de vous intéresser à ce qu'il veut faire, répondons à la question en elle-même. Donc, il n'y a pas cette volonté pouvoiriste et électoraliste qui est à la base des décisions du président de la République. Quand je dis homme politique, c'est pour l'opposer à homme d'État sur la base d'une définition d'un grand penseur en sciences politiques qui s'appelle James Clark. Il dit que la différence entre un homme politique et un homme d'État est simple. Un homme politique s'intéresse à la prochaine élection. Un homme d'État s'appuie sur la prochaine élection pour préserver le sort des générations futures. Donc la problématique, j'érige le président Macky Sall au rang d'homme d'État, qui ne se préoccupe pas, qui n'a pas en ligne de mire l'élection de 2017, mais qui doit répondre aujourd'hui aux obligations de sa charge, celle consistant à traduire en acte sa vision d'allègement des souffrances des Sénégalais et de développement de ce pays. Je vous ai relancé sur le mandat parce que ça fait aujourd'hui débat. Il va faire les 5 ans. Écoutez, je pense que sur le mandat, le président a dit, il ne s'est jamais dédié. Jusqu'à preuve du contraire, estimons qu'il va le faire. Il s'est toujours positionné en homme, disons serré, mais en homme du wach-djef. Il ne fait pas du wach-wachet ou bien du wach-wachati, comme quelqu'un quelque part dans une localité. En tout cas, on a vu ce que ça lui a coûté, le wach-wachet. Professeur Thiam, quel type de gouvernement par rapport au contexte là? Bon, je pense que souvent il y a cette discussion qu'on fait, cette distinction entre le gouvernement politique, le gouvernement de technocrates. Je pense que parfois ce sont des néologismes donc concrets. Mais ce que je sais, c'est que tout gouvernement doit répondre aux aspirations et besoins d'une société.
Donc ça, c'est un principe. Quel que soit le gouvernement qui sera mis en place, son rôle sera de satisfaire les urgences d'abord et les besoins donc, des Sénégalais. Mais il est, quand même légitime de penser à un mandat présidentiel. Ça on ne peut pas quand même... Tout à fait. Oui. Ça fait partie des aspirations donc, des populations. C'est le président donc, qui a dit qu'il va donc, réduire donc, son mandat donc, qui est de 7 ans, d'après la Constitution. Donc réduire ça à 5 ans. Donc attendons, il faut quand même lui accorder quand même ce bénéfice du doute. Parce que je pense quand même qu'il est animé quand même d'un sentiment de quand même développer ce pays. Donc il y a ça, il n'y a pas de doute sur cette question. Maintenant, quels sont donc, les hommes qu'il va mettre en place pour réussir donc, ce projet? C'est ça la question. Souvent, quand on parle de gouvernement politique, c'est lorsque le gouvernement, dans certains ministères, sont portés par des responsables politiques, donc au niveau local. C'est souvent donc, le sens qu'on a du gouvernement politique. Voilà, la récompense. Et du gouvernement de technocrates, lorsqu'on prend, donc on nomme des hauts fonctionnaires donc, de l'État, par exemple, à certaines positions donc, ministérielles. Donc c'est ça qu'il faut donc, retenir donc, à ce niveau. Tout juste pour rappeler qu'il y a gouvernement politique parce que c'est dominé par des politiques dans la mesure où aujourd'hui ce qu'on voit au Sénégal, c'est une tendance donc, à la professionnalisation politique. Il y a une professionnalisation du champ politique au Sénégal. Donc comme disait Max Weber, donc c'est deux manières de faire la politique. Soit vivre de la politique, ça c'est le professionnel qui vit de la politique, qui fait de la politique un métier qui doit être rémunéré au même titre que les autres activités professionnelles. Et vivre pour la politique, ça c'est la fonction de notable. C'est-à-dire on ne cherche rien en retour, mais servir, c'est la gloire donc, qui est recherchée ici. Et je pense qu'il faut allier les deux pour quand même pouvoir hisser de l'avant. Alors le chef d'équipe, c'est ce qu'on attend, hein? Certainement. On en saura d'ici peut-être ce soir quelque chose. Le profil du chef d'équipe, un rassembleur qui comprend parfaitement ce que veut le président de la République. Quand je dis rassembleur, c'est à la fois dans le sens d'une majorité alternative, comprendre que ce pays sera construit par ses meilleurs fils et ses meilleures filles, compte tenu de leur appartenance à des chapelles et à des trucs, etc. Quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui est dans l'urgence, et quelqu'un, surtout, qui est toujours avec et aux côtés des Sénégalais. C'est ça le profil que nous voulons. Des noms circulent depuis lors. Enfin, je dirais tous les noms qui circulent sont de noms valables. Tout ce que j'entends sont des personnes, très bonnes personnes, des personnes valables, qui ont un parcours extrêmement important et qui les préposent à n'importe quelle autre charge. Donc je crois que toutes ces personnes, pour ne pas les citer, peuvent effectivement occuper cette station-là. Politique, technocrate, il y en a. Qu'importe. Il y en a qui sont politiques et technocrates. Citez-moi des noms, je vous montrerai. Qui sont... On a cité Abdoulaye Daouda Diallo. Mais Abdoulaye Daouda Diallo est un inspecteur des impôts. Oui. Il a été secrétaire général de l'Alternance. Il a été secrétaire général du Conseil de la République, de l'IPRES. Makhtar Cissé. Makhtar Cissé, un brillant cadre, extrêmement Makhtar Cissé est très brillant. Politique. Abdoulaye Daouda Diallo est magnifique, il est politique et technocrate. Mais Amadou Ba est un expert en la matière, c'est un inspecteur des impôts. Donc vous voyez, c'est des technocrates. Makhtar Cissé et Amadou Ba ont la particularité de n'être pas des politiques. Abdoulaye Daouda Diallo a la particularité cette fois-ci d'être à la fois technocrate et politique. C'est la politique qui les bat. Merci. D'accord, non. On verra bien. Monsieur Thiam, pour terminer. Bon, je pense que quand on parle de profil, il s'agit bien d'une question de sélection. Qui choisir donc pour ce poste? Je pense que le président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, saura choisir la personne indiquée pour mieux réaliser sa feuille de route. Des noms circulent. Bon, ce sont de bons profils parce que chacun a une compétence.
et a aussi une certaine expérience dans la gestion du pouvoir. Ce que j'ajoute simplement, c'est que ça soit quand même un Premier ministre qui puisse aider le président de la République dans la réalisation des équilibres qui tiennent ces pays. Parce que c'est ça qui fonde notre cohésion nationale. Ça, c'est important. Et il faut aussi que ce soit quelqu'un qui puisse réaliser cet acte 3 de la décentralisation dont on n'a pas parlé, qui est une réforme majeure. Bon, c'est le temps qui... On reviendra, j'espère. Le PSE aussi. Le PSE aussi. Donc, tout ça, ce sont des projets qu'il faut réussir. Je pense au bénéfice du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Abdourahmane Thiam. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci vraiment d'être venu. Merci, M. Luxart, un habitué de ce plateau. Merci. Merci. C'est toujours un plaisir. Vous êtes conseiller politique du président de la République. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Honneur au drapeau national, symbole de notre appartenance à une même nation, de notre commune volonté de vie commune, déclinée à travers 3 bandes verticales significatives des aspirations de notre peuple. Nous n'avons que la bannière nationale, vert, jaune, rouge, et nous sommes prêts à mourir sous son ombre. Le vert, la verdure, l'espérance, la prospérité devant mener au bien-être moral et matériel des citoyens. Le jaune, couleur de l'or, mettant en valeur le potentiel des richesses matérielles et immatérielles à même de soutenir le pays dans sa marche vers le développement. Enfin, le rouge, couleur sang, une allégorie qui met en évidence la résolution, la bravoure d'une nation prête à donner sa vie pour la défense de la patrie et de ses idéaux. La bande jaune portant une étoile verte